Salut à tous, on va parler là du championnat du monde 2019 qui avait lieu ce dimanche 29 septembre avec un parcours qui a été modifié un petit peu avant la course. Il a été modifié puisqu'on a retiré les deux des trois grosses difficultés de la première partie de course, on va dire, pour rajouter 2 tours de circuit final supplémentaires. On a eu un début de course animé, il y avait Dan Martin qui avait initié quelque chose, Carapace, Roglic, Quintana, de jolis Bodnar, voilà des noms assez voilà, qu'on retrouve assez souvent sur les grands tours plutôt, pour une échappée qui aura duré plus d'une centaine de kilomètres, et aussi des problèmes techniques parce que ça aurait été le truc vraiment marquant hein, de ce championnat du monde, ça aurait été la météo, le temps, et on va en reparler, conditionner énormément de choses. Donc pour commencer, à la centaine de kilomètres, on a eu une chute de Philippe Gilbert et un Remco qui n'était pas non plus très très bien placé. Et c'est déjà l'équipe de Belgique qui se retrouve assez déstabilisée quelque part par Philippe Gilbert, Remco Evenepoel qui un petit peu plus tard abandonnera. Et bon, ce qui est assez surprenant à mon sens à ce moment-là, c'est de voir un Rémi Cavagna consommer euh, ben, pas mal, quoi, parce que on se doute bien que malgré le numéro qu'il a fait en tête de peloton pendant, je sais pas, 20-30 km, il aura été hyper présent pendant tout ce temps-là. Et bien, Rémi Cavagna n'allait pas non plus rouler pendant 70 bornes. Hein. Donc, si vous faites le choix de le faire rouler à 90-100 km de l'arrivée, vous l'aurez pas pour autre chose à un autre moment. On en reparlera dans ce qu'on aurait pu dire sur la tactique de telle ou telle équipe en fin d'épisode. Toujours est-il que peu à peu, euh, les abandons se succèdent. Quand vous voyez les noms des mecs qui abandonnent, là, on comprend assez facilement que les conditions, elles sont affreuses. Elles sont affreuses. Il y aura comme ça un nombre considérable de coureurs. Ça finira à 46. Il y a 46 coureurs qui vont être classés sur ce championnat du monde, sur environ 200 qui ont pris le départ. On a comme ça des gens hyper costauds qui craquent les uns derrière les autres. Là, c'est Sam Bennett, par exemple, qui était quand même, à mon avis, plutôt motivé hein, pour ce championnat du monde là. Mais bon, voilà, le Casper Asgreen, Casper Pedersen également, mais les Danois n'ont pas dit leur dernier mot, bien évidemment. Elle a encore Cavagna là, qui est encore dans une, dans une forme éblouissante. Lui, il a pas payé hein, après sa Vuelta, il est encore en très très grande forme. Et puis enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que ça faisait une trentaine de kilomètres au moins qu'on n'avait plus d'échappée. Enfin, une attaque, et c'est Lawson Craddock, l'américain, qui va, après être rejoint par le Suisse Stefan Kung. Donc vous voyez, hein, quand est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis vers les environ 65-67 km de l'arrivée, donc c'est assez loin. Hein. Et ils vont comme ça naviguer à une trentaine de kilomètres, de secondes plutôt, devant le peloton, sans qu'on puisse vraiment croire à ce moment-là à une issue favorable pour les deux hommes. Ils ne sont pas représentants de nations majeures, en tout cas de nations favorites pour ce championnat du monde. Donc à ce stade-là, leur tentative elle est vouée à l'échec, on en reparlera. Il y a beaucoup de déboires hein, pour certains. On a vu là Alexei Lutsenko qui abandonnera peu de temps plus tard. On a un Dylan Van Baarle qui roule en tête de peloton de manière assez solide. Il aura lui aussi un petit peu à l'image d'un Cavagna. Van Baarle aura vraiment roulé. La France est là. La Belgique est placée malgré l'absence désormais de Gilbert et Remco Evenepoel notamment. Et on se retrouve, voilà, toujours les abandons, les mecs sont transis
On est pas loin du 0 degré, sinon effectif, au moins du 0 degré ressenti. On est vraiment sur des conditions. Je rappelle, hein, la course a été écourtée à seulement entre guillemets 260 km. Elle devait en faire 285 à la base, mais c'est quand même. En fait, c'est une course terriblement dure. Peut-être la plus dure qu'on ait eue depuis quelques années pour les organismes. Voilà. Cette année, par exemple, en 2019, il y a à la limite une course qui a été très très difficile aussi, c'était Game, mais c'était pas pour des raisons de météo, c'était plus parce qu'il y avait une échappée qui était partie très très tôt avec des coureurs énormes à l'intérieur, notamment Peter Sagan, etc. Et ça avait été sur un rythme effréné avec une moyenne kilométrique terrible. Ouais, mais là, une moyenne horaire. Mais là, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'en fait, les organismes souffrent comme c'est pas possible. Et là, vous avez, c'est aussi un moment un petit peu clé là. Il y a Mats Pedersen à un petit peu moins de 50 km de l'arrivée, comme ça, qui va sortir. Alors au départ, il est sorti avec Mike Tennyson. On a aussi Jenny Moscon qui sort. Et tout ce petit monde-là, alors qu'on voit Lawson Craddock qui va capituler et abandonner d'ailleurs pas très très longtemps plus tard. Voilà, on voit ici Tennyson qui ne sera pas très très content parce qu'il estimait à un moment donné que Pedersen aurait pu l'attendre quand ils vont se retrouver. Il y a une petite scène, mais bon, peu importe, hein, comme disait le commentateur, écoute, s'il avait envie de suivre, il avait qu'à suivre. Voilà. On voit derrière que la Belgique est aux affaires, parce que au final, on n'est pas terrible là pour la Belgique ou pour la France. Ouais, c'est la petite scène dont je vous parlais. Quand on a un Hollandais, on a un Italien devant, on a un Danois, il y a des équipes qui sont obligées de rouler. On pense naturellement, par exemple, à la France et à la Belgique. Voilà, la France a la malice de plutôt pas trop mal courir sur ce moment-là, puisqu'elle laisse essentiellement à la Belgique, et notamment par l'intermédiaire d'Oliver Nassen, la responsabilité de rouler. Là, bon, on voit que la France s'échappe pas non plus, hein. Elle prend aussi sa part de responsabilité. Là, il va y avoir les prémices du tournant de la course. C'est cette accélération de Nils Politt, donc l'allemand Nils Politt, un costaud, un costaud sinon rien. Nils Politt, voire Paris-Roubaix, enfin voilà, on connaît ce gars-là quand on suit un peu les courses pendant l'année. Et regardez, voilà, sur l'arrière-plan, le moment décisif de cette course, c'est la sortie de Mathieu Van Der Poel et de Matteo Trentin. Et image que je n'avais pas là, mais qu'on peut rajouter, en tout cas je vous le dis, le moment clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le moment où Julien Alaphilippe n'a pas été en mesure de prendre la roue de ces deux immenses favoris qui étaient Van Der Poel et Trentin avant la course. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Julien il peut pas suivre cette roue-là, pour la France, on a très bien compris que la course elle est plus ou moins terminée. Hein. Donc, écoutez, il n'avait pas les jambes. Est-ce que c'est une surprise ? Alors moi, je suis un très très mauvais pronostiqueur, mais dans ma preview de ce championnat du monde, par contre, ça, moi je vous avais dit que je croyais en fait que Julien Alaphilippe n'était pas en mesure d'être à 100% de ce qu'on connaît de lui. Et on en a eu là la confirmation. Je n'étais pas le seul, loin d'être seul à le dire. Il y a plein de spécialistes qui aussi en parlaient avant la course. Bon, les Français ils n'osaient pas trop le dire parce qu'en fait c'est pas très vendeur de dire à l'avance que Alaphilippe ça va pas le faire. Surtout quand toute l'équipe de France base sa stratégie sur lui. Et puis donc voilà, on a ce groupe à l'avant, ce groupe qui commence tout doucettement à consolider son avance sur un groupe de poursuivants qui est composé de Tom Skuins, le laiton de Gorka Izagirre notamment, et en fait ils vont avoir un mal de chien. C'est Chase One là, que vous voyez là, et aussi c'était Betancourt, me semble-t-il, pour la Colombie. En fait ils vont pas arrêter de perdre du temps par rapport aux 5 hommes de tête, parce qu'en fait devant on a des rouleurs
c'est mon chouchou, je voulais montrer là, Kurt Nielsen qui abandonne. Devant, on a des gens qui savent s'entendre déjà. On a 2 Italiens au passage, on a Moscon Trentin, on a Kung qui est échappé depuis longtemps mais qui semble en avoir encore sous la pédale. Et ça s'entend parfaitement avec Van Der Poel également. Regardez, là je vous ai montré quelques séquences parce qu'après on en reparlera un petit peu plus loin. Je trouve ça assez regrettable que Yves Lampaert se soit mis à rouler à ce moment-là, avec, on voyait derrière un Italien et aussi Fuglsang avec son foulard là, qui essaie de couper un peu les relais au final et protéger, c'est normal, protéger leurs équipiers à l'avant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Lampaert donne tout comme ça. Il a donné énormément sur cette séquence-là. Et auparavant, quand Nassen et d'autres Belges roulaient, il n'avait pas du tout collaboré. Donc là, il va falloir en rediscuter, hein, de l'entente au niveau de l'équipe de Belgique. Il y a l'air d'y avoir deux, trois petits problèmes. Il y a de la friture, sans jeu de mots, sur la ligne. Et là, on vient de le voir. C'est le moment que personne n'attendait, parce qu'on était tous en train de se dire, bon alors, Van Der Poel ou Trentin au sprint? Bah déjà, ce sera pas Van Der Poel. Ce sera pas Van Der Poel parce que le garçon a eu une défaillance subite. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à une fringale, on peut l'appeler comme on veut, hypoglycémie bien carabinée. Bref, ça répond plus. Van Der Poel se gare sur le côté et donc ils ne sont plus que 4 à l'avant avec une avance qui est de plus en plus confortable et qui nous dit très bien que ces 4-là seront les 4 premiers, hein, de ce championnat du monde 2019, avec quand même dans la tête comment est-ce que ça pourrait échapper à Matteo Trentin à ce stade-là, puisque il est avec Moscon qui donne tout ce qu'il peut pour soutenir son leader Trentin, même si là vous voyez par exemple il est en difficulté à 5,8 comme ça km de l'arrivée. Dans la foulée, vous avez Kung qui va faire mais tout ce qu'il peut pour lâcher ses compagnons d'échappée. Donc vous voyez, à bouche ouverte là, c'est une image assez marquante, je trouve, de championnat du monde. Quand on pense en plus à l'état dans lequel ont terminé beaucoup de coureurs, de voir Kung qui fait ce numéro là, c'est juste ébouriffant, parce que ça, on imagine un petit peu dans quel état de forme devait être Stefan Kung, également Mats Pedersen et quand même à son niveau aussi un Trentin, hein. Donc vraiment les plus forts sont devant. On voit Peter Sagan qui ira un peu plus loin gratter la 5e place. Mais voilà, ça va se jouer entre ces 3 hommes. Moscon ne rentrera pas, il s'était déjà fait décrocher une fois, il était rentré, mais cette fois-ci il ne rentrera pas. Et donc, tout le monde se demande à ce stade-là, bon, allez, Trentin avec combien d'avance, hein? En gros, c'est un peu ça la question, hein. En gros, qui va faire deuxième, hein, derrière Trentin. Et c'est là que on a un dénouement qui est juste ébouriffant. Un dénouement auquel personne s'attendait à ce stade-là, hein, pour le pronostiquer, il fallait être vraiment balèze. On a déjà dépassé les 500 mètres, on arrive là aux 300, voire même 200, voilà, on y est, 200 mètres. Et Trentin lance peut-être d'un petit peu loin un sprint qui ne va pas tourner en sa faveur. Mats Pedersen, Danemark, est le nouveau champion du monde sur route, et ça valait quand même, vous l'avouerez, une sacrée cote à l'avance, hein. Je peux pas vous dire à combien c'était coté, mais il y avait sûrement beaucoup d'argent à gagner sur le coup. Mats Pedersen, champion du monde, c'est un truc de malade. On a au final un tableau d'honneur, hein, en tout cas un classement final qui est assez intéressant quand on le regarde, puisque on va avoir pas mal de Flandriens qui apparaissent dans les toutes premières places. Moscon, 5ème sur Paris-Roubaix quand même déjà dans sa vie. Sagan, Valgren qui est pas incapable de performer. Christophe, Van Avermaet,
Vous avez Colbrelli, qui est quand même quelqu'un qui s'y connaît, qui est bon dans ce type de conditions. Zdeněk Štybár, John Degenkolb, Nils Politt, Niki Terpstra, vous voyez, il y a pas mal de monde. Et Alberto Bettiol. Pour les Italiens et les Danois qui sont restés dans le peloton, en fait, on peut même dire pour les Suisses, hein, parce qu'il y avait encore Hirschi et Albazini, on peut penser que ceux-là se sont un petit peu contenus, hein, et se sont quelque part empêchés d'attaquer ou d'aller comme ça éventuellement ramener des adversaires sur leurs équipiers à l'avant. Et donc on peut pas réellement savoir s'ils n'en avaient pas davantage sous la pédale, hein. On n'en sait rien, hein. Mais en tout cas, toujours est-il que si on regarde nation par nation, on s'aperçoit d'une véritable hécatombe, je vous l'avais dit tout à l'heure, 46 qui terminent sur 200, c'est quand même pas anodin. On a une tactique du côté de l'Espagne. On n'a pas eu vraiment, hein. Au final c'était un peu sauf qui peut, et à la limite Gorka il fait top 10, donc il sauve un petit peu l'honneur. On a également la Belgique, sur laquelle il y a pas mal de choses à dire, puisqu'au final il semble y avoir à un moment donné une mésentente Lampart-Nassen. Je n'évoque pas trop le moment où Tim de Klerk avec Greg Van Avermaet dans la roue roule alors que Gilbert n'est pas rentré, parce que ça je l'attribuerais davantage, et le sélectionneur, la Belge, l'a précisé d'ailleurs, à l'absence d'oreillette. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'oreillette sur cette course, hein. C'est un paramètre qui est au moins aussi important que le mauvais temps. Donc pour la Belgique, au final, c'est quoi ? C'est l'incapacité à suivre au moment clé de cette course, à 33 km de l'arrivée, quand Van Der Poel et Trentin sortent. Il n'y a personne qui sort avec. Voilà. Et puis derrière, ça s'entend pas réellement pour rouler, alors qu'il n'y a que 15 ou 20, 25 secondes. Et après, c'est trop tard, tout simplement. Pour la France, je crois que la tactique était pas mauvaise. Il a juste manqué les jambes pour Julian Alaphilippe. Donc, quelque part, on pourra juste espérer qu'une prochaine fois, Julian soit peut-être un petit peu plus reposé, moins fatigué. On repense tous à son Tour de France héroïque. Du côté de l'Italie, le coup est presque parfait. Du côté de l'Italie, au final, le coup est presque parfait, et en même temps, on a l'impression que Trentin y perd quand même la course de sa vie, hein. Parce que 2 contre 1, enfin 2 contre 2 en l'occurrence, mais ils étaient 2 Italiens sur 4 dans les 10 derniers bornes dès que Van Der Poel a lâché, et de pas aller gagner alors que les mecs terminent à 2, c'est quand même quelque chose qui va à mon avis trotter longtemps dans leur esprit, surtout celui de Trentin, puisqu'il était supposé être le plus fort au sprint, mais également dans l'esprit de Moscon, parce que au final il s'est complètement sacrifié pour son coéquipier, pour son leader, et ça n'a pas payé. Du côté des Pays-Bas, on était aussi sur une tactique sur un seul homme, hein, comme en France par exemple, et c'est vrai qu'à partir du moment où Van Der Poel attaque, peut-être un peu loin de l'arrivée, écoutez, et à partir du moment où il craque, voilà. S'il avait été champion du monde en étant parti au même endroit, tout le monde dirait que c'est magnifique. Et puis là, il a eu un énorme coup de barre, voilà, très bien. Colombie, il n'y a pas besoin de trop en parler. Nils Politt et Degenkolb ont au moins le mérite de terminer pour l'Allemagne. Du côté de la Slovénie, hommage à Pogačar qui arrive quand même à terminer, et déjà ça, c'est pas ridicule. Du côté de l'Australie, au final, on n'aura pas été bien fringant sur cette course. Que dire des Danois, si ce n'est que c'était peut-être la meilleure équipe avec l'Italie en ce 29 septembre 2019, voilà. Du côté de la Grande-Bretagne, ah bon, ils étaient là. On a juste pu constater que Ben Swift, le local de l'étape, était à un moment donné, malgré tout son courage, incapable de suivre le train. Voilà, la Norvège aura eu souvent, hein, des mecs costauds, hein, ils sont hyper résistants. Alexander Kristoff qui fait top 10. La Pologne, on l'oublie. La Suisse, franchement méritante.
franchement la Suisse, chapeau, parce qu'il y en a quand même 3 qui terminent, et qui terminent plutôt pas mal. Voilà, après, il y a des nations où c'était terminé, hein. Il y avait plus de Kazakhs, plus de Russes, plus d'Irlandais, plus de Sud-Africains, etc. etc. Donc des conditions apocalyptiques pour un vainqueur qui a 23 ans et qui incarne lui aussi un renouveau du cyclisme après un Egan Bernal vainqueur du Tour de France, après un Wout van Aert, après un Mathieu van der Poel qui ont plus qu'émergé encore une fois en 2019, après un Carapaz même qui prend un premier grand tour dans sa carrière, un Roglic aussi, un Pogacar qui a brillé de mille feux sur la Vuelta, j'en passe. Oui, on a bien un petit changement de génération dans le cyclisme, et cette victoire quelque part vient nous conforter dans cette idée que 2019, bah oui, c'était l'année d'un énorme changement dans le cyclisme, et bah voilà, je vous dis à bientôt. Merci à tous ces gens pour le spectacle qu'ils nous ont offert, pour le courage qui est le leur. On ne louera jamais assez leurs qualités qui sont tellement immenses. Voilà, à plus, bye.